Un silence mortel s'abat sur le port de Cotonou, et personne à la Marina Palace ne comprend encore qu'ils se sont piégés eux-mêmes. Pendant des décennies, ce port était bien plus qu'une simple infrastructure. Il était le cœur battant du commerce ouest-africain, le point de départ du convoi sans fin de camions et de marchandises vitales pour tout le Sahel. C'était le coffre-fort du Bénin, une mine d'or qui remplissait les caisses de l'État grâce aux droits de douane et aux frais de transit. Mais aujourd'hui, à l'ombre des grues figées et des quais désertés, une vérité glaçante s'impose. Ce centre névralgique, jadis jalousé par tous ses voisins, vacille. Car la stratégie était censée être imparable. Couper l'accès du Sahel au reste du monde, verrouiller les frontières, affamer ce vaste arrière-pays pour briser la volonté de ses nouveaux dirigeants, et tout cela au nom d'intérêts dictés par des conseillers étrangers, des logiques héritées de Paris plus que de Porto Novo. On pensait le Sahel captif, sans issue, condamné à plier sous la pression. Mais personne n'a anticipé le retour de bâton. Aveuglés par la croyance qu'ils contrôlaient la destinée de millions de personnes simplement parce qu'ils avaient les clés de la côte, les élites du Sud n'ont pas vu que le port avait autant besoin du Sahel que le Sahel du port. Aujourd'hui, les cargos désertent, les conteneurs s'empilent, les recettes fiscales s'effondrent, Cotonou devient un port fantôme. Le piège s'est refermé, mais sur ceux qui l'avaient entendu. Ce coup de force, censé asservir le Nord, a déclenché une onde de choc, montée en puissance d'une souveraineté sahélienne, réinvention des réseaux logistiques et réveil d'une Afrique qui refuse de se laisser dicter sa survie. Perdre le port, c'est risquer la faillite nationale, l'effondrement social, l'effacement de toute une histoire. Mais c'est peut-être aussi la chance d'un sursaut, d'un basculement inédit. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir sur la place unique de Cotonou et les ressorts profonds de ce blocus. Avant la crise, des milliers de camions faisaient vibrer Cotonou, irriguant tout le Sahel. Jour et nuit, sur les quais, c'était une marée humaine et mécanique. Dockers pressés, cargos déchargeant du riz vietnamien, du ciment, des composants électroniques, des montagnes de marchandises entassées, prêtes à filer vers l'intérieur du continent. Le port de Cotonou, c'était le poumon vital du Sahel, la grande artère par où circulait l'espoir, la prospérité, les milliards de francs qui faisaient vivre le Bénin. Ici, contrôler le port, c'était bien plus que gérer des containers. C'était tenir la clé du pouvoir économique ouest-africain. Quand la crise éclate, la stratégie paraît d'une brutalité désarmante. Fermer les frontières, couper le transit, isoler l'alliance sahélienne du reste du monde. Pour les élites côtières, c'est simple. Asphyxier le Sahel, l'obliger à plier, forcer ses populations à se retourner contre leurs propres dirigeants. Ils sont persuadés d'avoir un atout imparable. Avec le port sous contrôle, ils pensent détenir le levier ultime. Après tout, le Sahel n'a pas la mer, pas d'accès direct au commerce global. Il doit bien passer par Cotonou. Pendant des décennies, cette conviction s'est installée. Le Nord est dépendant. Il ne peut pas survivre sans la côte. D'un simple geste, on croit pouvoir tout arrêter. Mais cette logique, apparemment implacable, cache en réalité une énorme faille. Car un blocus n'est une arme que si la cible n'a aucune échappatoire. Et surtout, il faut pouvoir se permettre de perdre ses meilleurs clients. Or, le Sahel, loin d'être un simple consommateur captif, représente plus de 80% du trafic du port de Cotonou. Sans les convois vers Niamey, Ouaga, Bamako, le port se vide, les docks se taisent, et le Bénin se prive lui-même de sa principale source de devises. Les camions s'entassent, moteurs froids, pneus crevés sous le soleil, des kilomètres de carcasses métalliques, témoins silencieux d'une économie à l'arrêt. Les familles des chauffeurs, privés de salaire, basculent dans l'angoisse. Les grossistes, eux, voient leurs hangars se transformer en cimetières de marchandises invendues, pendant que les intérêts bancaires s'accumulent, menaçant d'engloutir toute une classe moyenne. Les pertes ne sont pas seulement comptables, elles sont humaines, sociales, politiques. À force de croire qu'on maîtrise le destin régional avec un cadenas posé sur le port, on oublie que l'économie ne pardonne pas l'arrogance géographique. En voulant punir leurs voisins, les élites côtières ont scié la branche sur laquelle repose leur propre survie.
Mais la logique du blocus va bientôt se heurter à une réalité plus profonde, celle des besoins économiques et des solidarités humaines qui ne se laissent pas enfermer derrière des frontières. Le plan semblait infaillible, mais les conséquences sont catastrophiques pour les initiateurs eux-mêmes. Regardez le port de Cotonou aujourd'hui. Des milliers de camions à l'arrêt, des routiers qui n'ont plus de travail, des familles entières plongées dans l'angoisse du lendemain. Les entrepôts sont pleins à craquer de marchandises invendues. Certains produits commencent même à pourrir. Avant le blocus, le port de Cotonou vivait à 80% grâce au transit vers le Sahel. Aujourd'hui, sans ces échanges quotidiens, sans les convois de camions qui reliaient la côte à l'intérieur du continent, le port est devenu une coquille vide, un écho lointain de sa grandeur d'antan. Mais le pire, c'est que la catastrophe ne s'arrête pas au quai. La dette explose, les petites entreprises font faillite les unes après les autres, et la classe moyenne béninoise chancelle. Les recettes fiscales fondent, et chaque jour qui passe sans cette manne du Sahel, c'est des millions de dollars qui s'évaporent, fragilisant un budget national déjà sous pression. Ni l'aide internationale, ni les prêts d'urgence n'y changeront rien. L'État béninois s'enfonce dans un gouffre financier dont il ne voit pas le fond. On parle ici de la survie de milliers de familles, de l'effondrement d'un tissu économique patiemment construit sur des décennies. Les dockers, les agents logistiques, les commerçants de quartier, ceux qui font tourner le pays sont sacrifiés pour des décisions prises loin d'eux, sous la pression de conseillers étrangers qui, eux, ne risquent ni leur épargne, ni leur entreprise, ni l'éducation de leurs enfants. Ce qui devait être un coup de force contre le Sahel, un blocus destiné à étrangler ses économies et à briser ses ambitions, s'est transformé en boomerang dévastateur. Les sanctions font plus mal à ceux qui les imposent qu'à ceux qu'elles visaient. À la Marina, le palais présidentiel de Cotonou, la question devient brûlante. Comment un pays côtier peut-il espérer la stabilité en sabotant sa relation avec ses plus proches partenaires? La vérité, c'est que ce blocus a révélé la dépendance profonde de la côte au dynamisme du Sahel. Et maintenant que cette confiance est rompue, la perspective d'une reprise paraît de plus en plus lointaine, à la limite de l'illusion. Pour la classe politique côtière, c'est la perte de contrôle totale. Le port n'est plus qu'une façade vide, symbole d'une stratégie dictée de l'extérieur et, surtout, d'une trahison suicidaire. En cherchant à plaire à leurs partenaires étrangers, les décideurs ont sacrifié l'épine dorsale de leur propre économie et précipité la ruine de milliers de travailleurs. Le risque est colossal. Disparition de la classe moyenne, explosion du chômage, creusement des inégalités et, à terme, instabilité sociale et politique profonde. Perdre la maîtrise de ses voies commerciales, c'est risquer l'effacement pur et simple du pays sur la carte économique de la région. Mais pendant que les docks de Cotonou s'enlisent dans la torpeur, une dynamique inattendue se met en place de l'autre côté du blocus. Face à ce désastre, le Sahel s'adapte et invente de nouvelles stratégies. Pendant que Cotonou se meurt, le Sahel bâtit son propre avenir sans attendre l'aval de personne. Face au blocus, la réaction sahélienne n'a pas été la résignation, mais la transformation radicale de ses routes commerciales. Les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel ne se sont pas contentés d'attendre la levée des sanctions. Ils ont lancé la construction de corridors alternatifs, reliant les capitales enclavées à des ports secs modernes, à de nouvelles lignes ferroviaires et à des réseaux routiers qui franchissent les frontières sans passer par les ports côtiers traditionnels. Les chantiers se multiplient à une vitesse inédite. Au lieu de rester otages d'un port unique, les pays du Sahel mutualisent leurs efforts pour contrôler chaque étape de leur chaîne logistique, jusqu'au dernier kilomètre. Conséquence directe. L'économie ne s'est pas effondrée comme prévu, elle s'est réorientée. Cotonou, autrefois passage obligé, se vide. Les camions stagnent, les docks résonnent du vide, et les opérateurs portuaires cherchent désespérément une nouvelle raison d'exister. Cette nouvelle souveraineté ne repose plus sur le franc CFA ou sur le bon vouloir des partenaires occidentaux. Non. Le socle de la riposte sahélienne, c'est l'or. L'or souverain, reconnu, stocké et utilisé comme garantie pour le lancement progressif d'une monnaie indépendante, libérée des tutelles héritées de la colonisation.
Ce choix audacieux envoie un signal fort. Plus question de dépendre d'institutions extérieures pour garantir la stabilité monétaire. Le Sahel, désormais, finance ses propres ambitions et attire de nouveaux partenaires qui respectent cette autonomie retrouvée. Justement, parlons de ces nouveaux partenaires. L'ombre tutélaire des anciennes puissances laisse place à l'arrivée massive de la Russie et des pays des BRICS. Sécurité militaire, investissement, technologie. C'est un tout nouveau réseau d'alliances qui se dessine, loin des règles et des pressions occidentales. Ici, ce ne sont plus Paris ou Bruxelles qui dictent l'agenda, mais Moscou, Pékin et Pretoria. L'équilibre du continent s'en trouve bouleversé. Mais il y a plus grave encore, la confiance est rompue. Pour les populations sahéliennes, la trahison du blocus ne s'oublie pas. Même si les ports rouvraient demain, personne n'imagine revenir à la dépendance d'hier. Cotonou n'est plus un espoir, mais un avertissement. Un port fantôme, vestige d'une époque révolue, symbole du prix à payer lorsqu'on sacrifie l'avenir de toute une région pour plaire à des intérêts lointains. Pour la côte, l'enjeu est existentiel. Si elle ne s'adapte pas, si elle ne réinvente pas ses propres réseaux, elle risque la marginalisation définitive. Pendant que le Sahel regarde vers l'avenir et bâtit de nouveaux ponts, la côte s'enlise dans ses vieilles certitudes. Mais pour les populations, quelles leçons retenir de ce séisme? L'histoire retiendra. On ne gouverne pas durablement contre son peuple, ni contre la géographie. La crise du port de Cotonou a révélé une vérité que beaucoup voulaient ignorer. La souveraineté n'est pas un slogan, c'est une condition d'existence. Au moment où le blocus semblait être une arme fatale contre le Sahel, c'est toute la façade côtière qui s'est retrouvée piégée. Car dépendre d'un corridor maritime contrôlé par des intérêts extérieurs, c'est comme construire sa maison sur le sable. La moindre secousse géopolitique et tout s'effondre. La véritable leçon, c'est que la souveraineté commence par l'indépendance logistique et monétaire. Le Sahel, loin de plier sous la pression, a su transformer la crise en opportunité. Soutenu par de nouveaux partenaires, la Russie en matière de sécurité, les BRICS pour les finances et l'infrastructure, les États du Sahel n'ont pas seulement survécu au blocus. Ils l'ont rendu obsolète. Là où le vieux système voyait le port de Cotonou comme un passage obligé, la nouvelle réalité prouve qu'aucune porte n'est indispensable quand on ose en ouvrir d'autres. Dry ports, nouveaux axes ferroviaires, accords commerciaux souverains, le Sahel construit ses propres routes, maîtrise ses propres échanges. Pendant ce temps, le port de Cotonou se mue en port fantôme. Les grues immobiles, les entrepôts vides, ne sont plus les symboles d'une puissance commerciale, mais les témoins silencieux d'un échec stratégique et moral. Le peuple béninois, longtemps persuadé que son adversaire était le Sahel, découvre brutalement que le véritable piège venait de l'extérieur. Les stratégies dictées par des puissances étrangères qui n'ont fait qu'affaiblir son tissu économique et social. L'illusion de la sécurité apportée par le régime proxy s'est dissipée. Quand l'argent manque et que l'ordre vacille, les promesses creuses des anciens maîtres ne suffisent plus. La dépendance a transformé la façade côtière en spectatrice impuissante d'une révolution en marche. C'est le Sahel, jadis relégué au rang de périphérie, qui donne aujourd'hui la leçon de résilience, d'audace et de dignité politique à tout le continent. La plus grande erreur des régimes proxy? Avoir cru que la géographie seule suffisait à tenir le pouvoir. Mais sans souveraineté réelle, la géographie devient un piège. Les chasseurs, pensant affamer le Sahel, se sont enfermés eux-mêmes. L'Afrique entière doit retenir cette leçon, réinventer son avenir ou sombrer dans l'oubli. Ce choix n'est plus théorique, il est vital. Alors, que nous réserve l'avenir? Quel héritage pour les peuples de la côte et du Sahel, et pour toute l'Afrique qui observe ce renversement historique? Parlons-en dans la dernière partie. Le port de Cotonou n'est plus qu'un avertissement muet. La souveraineté ne se négocie pas. Jadis poumon du commerce ouest-africain, Cotonou incarne aujourd'hui le prix terrible à payer quand la stratégie d'un régime proxy préfère servir des intérêts extérieurs que défendre l'avenir de son propre peuple. On pensait que fermer la porte au Sahel suffirait à briser la résistance des peuples du cœur du continent. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit.
Au lieu d'étouffer le Sahel, le blocus a ruiné la côte, démasqué l'illusion du pouvoir commercial imposé et révélé la vulnérabilité d'une économie bâtie sur la dépendance. Le message, pour nous tous, est limpide. Laisser son coût économique à un voisin qui reçoit ses ordres de l'étranger, c'est s'exposer à la catastrophe. C'est risquer de voir son histoire effacée, sa société précipitée dans la misère et sa dignité politique piétinée. Le Sahel, lui, n'a pas attendu de sombrer pour réagir. Loin de se résigner, ses dirigeants ont entrepris une révolution silencieuse, posant les bases d'une indépendance réelle. Or souverain extrait et raffiné sur leur sol. Routes commerciales détournées, asséchées des péages hostiles, accords noués d'État à État, hors de toute tutelle. Les routes sèches, les réseaux ferroviaires internes, les ports secs du Sahel forment désormais la colonne vertébrale d'une Afrique qui se pense et s'organise selon ses propres priorités. Cotonou, figé, rouille et se tait. Mais la voix du Sahel, elle, résonne plus fort que jamais. Là où l'on voulait imposer la famine et la soumission, c'est la résilience, l'innovation et la soif de dignité qui triomphent. Ce renversement est un avertissement adressé à chaque dirigeant africain. La géographie ne suffit pas, sans souveraineté concrète, elle devient faiblesse, non atout. La leçon du port fantôme est sans appel. Attendre la catastrophe pour se réveiller, c'est déjà être perdu. Mais bâtir son indépendance avant qu'il ne soit trop tard, c'est choisir l'histoire, la grandeur et la survie. Alors, si vous voulez voir une Afrique debout, maîtresse de ses richesses et de son destin, refusez la passivité. Informez, partagez, mobilisez. Ce n'est qu'ensemble, lucides et déterminés, que nous pourrons écrire l'avenir d'un continent libre.